Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves, bonjour Mathieu. Bon, Edouard, Bienvenue à toutes et à tous. Donc, Édouard Villemin, je suis heureux de vous accueillir en tant que modérateur de la conférence que vont nous donner Mathieu et Jean-Yves. 60 outils agiles en 60 minutes. Alors, ça sera un peu moins que 60 minutes. Vous devrez faire concentrer les amis parce qu'on doit laisser une session pour les questions-réponses qui seront, j'imagine, nombreuses. Les micros vont être coupés durant la presse. Vous pouvez poser des questions sur le chat et on va se donner jusqu'à 55, 11h55 et après on place aux questions-réponses. Oui, la session va être enregistrée. Elle sera accessible par la suite, donc pas la peine de demander les slides. Vous pourrez consulter ça par la suite. La parole est à vous, Jean-Yves Mathieu. Merci encore. bonjour à tous, bienvenue. Moi, c'est Jean-Yves Klein. De faire d'abord un tout petit mot pour remercier nos silver, donc le PMI, Michelin, Praxis, SQL Zen Value. Pour la petite anecdote, j'ai bossé pour les quatre. Petit mot sur nos silver, nos partenaires silver, plein d'associations que je vous invite fortement à aller voir. Et puis derrière, nous, nous allons vous proposer, c'est 60 outils en 60 minutes. Il y en aura peut-être plus que 60. On a inspiré cette conférence de la part sur celle de Craig Smith avec 60 méthodes agiles sur 40 minutes, 40 méthodes agiles sur 40 minutes. Donc, on va essayer d'aller vite, d'aller très vite, de faire bien. Euh, Petit disclaimer, on assume de faire cette présentation très rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de détails, plus d'informations. On est là pour ça. Et puis, dernier disclaimer. Ouais, les cons ça au-dessous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc on est deux jolis cons, monsieur Jean-Yves. On valide. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette conférence? Parce que, comme on dit souvent, si on n'a qu'un marteau, tout c'est quand même en forme de clou. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner un maximum d'outils. Ça a été déjà dur d'en garder que 60 et on n'a pas réussi à en garder que 60, il y en a un poil de plus. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir la plus grosse caisse à outils possible. Et votre job, si vous êtes Scrum Master, coach agile, agiliste, c'est vraiment de disposer de la meilleure caisse, de la plus grosse caisse possible pour que derrière, vous puissiez utiliser le bon outil au bon moment. Exactement. Oui, je suis Jean-Yves Klein, je suis un ancien développeur, passé chef de projet, directeur de projet, responsable d'entité agile, responsable d'avance, plein de choses amusantes. Je suis certifié discipline agile, agile coach, je suis certifié Scale, Scrum, PMP. Je suis volontaire au niveau du PMI, je suis discipline agile chapter champion, je suis volontaire, enfin, je suis aussi impliqué dans Open Serious Games, The Nero, Cara Lyon, Cara Grenoble, et puis j'ai des speakers à plein d'endroits. Et je donne aussi des cours. T'as chié la slide parce que c'est mes petits logos de certif que t'as pris et J'ai les mêmes. ouais, oui, oui, tu as le même et même plus. Donc voilà, Mathieu Le Coupeau, donc je suis dans l'agilité depuis un bon paquet d'années. J'ai organisé des conférences à Agile Lyon, Cara, Néo, CAF un petit peu, même si j'ai pas beaucoup participé. Voilà, j'ai donné un coup de main quand je pouvais. J'ai fait orateur aussi dans pas mal d'endroits, Grenoble, Lyon, White Cold School, ou Cara, Human Talk, voilà, et d'autres. Dernièrement, j'ai lancé un petit blog Anargile et Libertaire. Donc, il y en a peut-être qui ont vu passer ça, tant mieux. Si vous avez des remarques, on pourra en discuter plus tard. Et je me suis fait avoir avec Jean-Yves qui m'a embarqué dans OMK Formation pour justement distiller tout notre savoir et nos connaissances euh, du mieux possible. Voilà. Donc, j'ai aussi fondé ma boîte l'RTECO, mais ça, c'est à côté. Allez, comment ça marche? On va vous présenter des outils, donc on essaye de vous décrire rapidement l'outil, s'il y a une référence, une ses utilités, avantages, inconvénients, et on a essayé de catégoriser ça par thème. Alors, je vous avouerai que les thèmes, on a fait ça un peu à la machette, mais ça donne quelque chose. Là, vous pouvez faire un screenshot, comme ça vous donnera une idée. Et puis nous, on va essayer d'éviter tout ça assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez, on va parler d'abord des lancements, donc vraiment au début du projet. Quels outils vous pouvez utiliser pour lancer correctement votre projet et sur de bons rails. Et je vais vous parler d'abord de la matrice des compromis. La matrice des compromis, c'est de se dire qu'entre coût, délai, qualité, périmètre, on doit les prioriser.
et on va s'autoriser à mettre une croix par ligne et par colonne pour se dire qu'est-ce qui est le plus important. Votre sponsor voudra les 4 croix tout à gauche, c'est son job. Votre job, c'est de n'avoir qu'une croix par ligne et par colonne. À partir de là, vous savez qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour le projet. Et ne démarrez pas un projet tant que vous n'avez pas ces 4 croix sur différentes colonnes. Là, vous aurez votre boussole pour savoir comment est-ce que vous allez piloter votre projet, vous organiser et gérer tout ça. Et derrière, vous êtes tous alignés parce qu'on sait exactement comment le projet doit être géré. Voilà ce que ça peut donner, en voilà d'autres. Voilà ce que ça pourrait donner sur d'autres choses. Si on est agile, si on n'est pas agile, si on est en cycle en V, ainsi de suite, on met toujours la qualité en premier. Ouais, il y a une constante, c'est la qualité qui doit être en premier normalement. Tout à fait. Autre petit outil, c'est la matrice Give and Take, c'est de se dire au fait, par rapport à toutes mes parties prenantes, là je vous en ai cité que 4, il y a l'équipe, enfin, monsieur A, monsieur B, monsieur C, monsieur D, et derrière, premier objectif, c'est chacun décrit son job à l'intersection, en disant, moi, mon job, c'est de faire ça. Ensuite, on va travailler en ligne, et donc si je suis monsieur B ou madame B, je vais décrire tout ce que j'attends des autres. Donc, qu'est-ce que j'attends de l'équipe A, qu'est-ce que j'attends de monsieur C, qu'est-ce que j'attends de l'équipe D, ainsi de suite. Et derrière, c'est la deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Troisième étape, je vais regarder tout ce que les autres attendent de moi. À partir de là, je vais vérifier et je vais pouvoir m'exprimer pour dire attention, tu me demandes ça, mais ça, moi, je ne sais pas te le faire, je ne peux pas te le faire, ainsi de suite. Donc, on va déjà vérifier une certaine adéquation. Et puis derrière, quatrième étape, c'est de vérifier que est-ce que ce qu'on a prévu dans le projet, il y a bien quelqu'un qui doit le faire. Est-ce qu'on n'a pas un trou dans la raquette? Donc, cette matrice Give and Take, elle est super importante au niveau du lancement. Il faut bien vérifier que chacun est en charge de ce qu'on attend du projet et qu'il n'y a pas quelque chose dont personne ne va s'occuper. Passe au suivant. Ouais, t'as fait 1 minute, c'est long. Allez, vite. C'est pour moi celle-là. Les 7 axes du contexte DA, donc Discipline Agile, c'est un outil qui va vous permettre de bien vous situer dans votre projet. Quelle est votre situation de départ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus... qu'est-ce qui fait que vous allez devoir adopter des pratiques plus que d'autres? Donc, c'est un joli graphique en radar. Vous notez, hein, c'est une espèce d'audit de votre projet. Et là-dessus, il va vous orienter sur le bon outil par la suite. DA est assez fort pour ça, avec une jolie boîte à outils pour. Donc, c'est vraiment un outil à faire pour se poser, prendre avec 1-2 personnes, hein, pas beaucoup, pas besoin de prendre toutes les équipes, tout le monde, mais de vous poser et de vous poser la bonne question, où est-ce que je suis actuellement? Encore un mois, choix de site par DA, pareil. DA nous propose un joli graph set pour justement vous aider à choisir le bon cycle de vie. Est-ce que vous allez plus faire de l'agile, du lean, du Kanban, du Scrum? Est-ce que vous êtes plutôt sur un mode exploratoire, un mode programme ou avec grosse massification et de l'agilité à l'échelle? Est-ce que vous allez avoir besoin de l'intégration continue, du déploiement continu, du feature flipping? Donc voilà, tout ça se résume dans ce joli graph set qui est là pour vous aider et pour vous tenir par la main et vous mettre aussi, vous aider à choisir. Certes, quand vous avez, oui, et le traditionnel. C'est vrai qu'il y a encore le traditionnel dans le DA, c'est vrai, tu as raison. Donc, c'est avec l'expérience que finalement vous allez pouvoir vous passer ce graph set là, mais c'est quand même toujours un joli support et qui vous permet de vous reposer les bonnes questions et de choisir le bon outil et le bon cycle de vie. Je reprends la main pour vous parler de la matrice de Stacey. Il nous explique pour se dire qu'en fonction de la complexité de notre technologie qu'on est en train de travailler, c'est l'axe horizontal, en fonction de ce qu'on sait du client, est-ce que le client est clair et sait parfaitement ce qu'il veut, ou est-ce que parfois il a encore des doutes, c'est l'axe vertical, on va se retrouver dans 4 positions, ou bien on est dans un projet simple, ou bien on est dans du compliqué, ou bien on est dans du complexe, ou bien on est dans l'anarchie. Personnellement, si je suis dans du simple, je fais du cycle en V. Si je suis dans du compliqué ou dans du complexe, je vais faire d'agile. Si je suis dans l'anarchie, je ne fais pas le projet. On va faire des POC pour travailler la techno ou travailler l'expérience de l'utilisateur pour savoir exactement ce qu'il voudrait. Alors, juste une petite, sur le besoin de l'utilisateur, ça peut être il sait ou pas ce qu'il veut, mais ça peut être aussi du politique. Donc, et dans le compliqué, des fois, je mets du cycle en V quand même, parce que ça peut se gérer. Mais pour le reste, je suis d'accord avec Jean-Yves.
Après, c'est des détails. Je suis désolé. Et il y a une façon très simple de savoir si c'est vraiment ce qu'il veut. Regardez sur les précédents projets, sur les 2 dernières années, combien de fois il a changé d'avis. Il a changé souvent d'avis, même si c'était parfaitement ce qu'il veut aujourd'hui, mais qu'il a l'habitude de changer d'avis, enfin bon, peut-être autre chose. Le modèle Kano, très très important pour se dire en fait dans toutes les fonctionnalités, est-ce que ce sont des fonctionnalités basiques que si elles ne sont pas là, ça ne va pas. Mais tout le monde les attend et on va oublier de vous les préciser. Est-ce que ce sont des user stories, des fonctionnalités de performance? Si elles ne sont pas là, c'est pas bien. Si elles sont là, c'est encore mieux. Et puis derrière, les fonctionnalités de Git-Rule, de dire, voilà, si c'est pas là, c'est pas grave, mais je serai encore plus content si elles sont là. Donc, analysez un petit peu toutes vos fonctionnalités en fonction de ce modèle pour se dire, je vais d'abord travailler sur le basique, ensuite je vais travailler sur la performance et je vais bien faire attention à travailler sur les sites. Yep. Délégation de poker, c'est pour moi celle-là. Issu du management 3.0 de Eric Klerk, ça c'est très utile quand, on va dire, vous avez du management un petit peu vertical et que vous voulez quand même vous accorder un espace de vie d'agilité assez précis. Donc c'est un outil qui va vous permettre de savoir quel est le niveau de délégation que va vous accorder votre hiérarchie et confronter avec ce que vous attendiez. Donc ça va du je suis exactement les ordres que l'on me donne sans vraiment trop réfléchir à je ne fais qu'informer ma hiérarchie sur les décisions que j'ai prises. Donc il y a différents niveaux, donc il y en a 7 exactement. Et c'est justement une espèce de jeu de poker où vous allez confronter un petit peu vos visions avec vos managers. Donc il faut venir avec votre petite valise de thèmes que vous voulez vraiment prendre en main, dire voilà la définition des termes techniques ou de la stack technique, à quel niveau je suis. Est-ce que je suis je suis les templates de l'entreprise et je ne dois pas aller au-delà, ou est-ce que je peux aller explorer et trouver des choses assez sympathiques qui ne sont pas forcément dans ce que fait l'entreprise. Donc à vous de voir, et avec ce jeu-là, c'est assez bien et ça permet une transparence avec votre hiérarchie et sur le niveau de décision que vous pouvez prendre. Suivant. Allez. Pitch Elevator. Donc ça, c'est vraiment très très en amont même des projets. C'est comment essayer de convaincre que votre projet, c'est le meilleur et qu'il faut le financer et qu'il faut lui accorder un budget. C'est issu typiquement des, des entreprises de financement des financements de start-up, des choses comme ça, ou qui n'avaient jamais de temps et ils voulaient toujours caser plus de rendez-vous et il s'est aperçu qu'il perdait 30 secondes pour montrer au 156e étage de sa tour. Donc il s'est dit, je vais caler un rendez-vous ici. Donc ils ont développé voilà, un template de pitch pour essayer de vendre son projet le mieux possible, qui ressemble à ça. Donc ça, c'est très bien pour vraiment très en amont du projet, essayer de synthétiser et de réduire à l'essentiel votre projet. Qu'est-ce qui fait que votre projet doit être financé, doit être annoncé? Suivant. Pareil, demain à la une, c'est un petit peu dans le même sens. C'est plutôt, vous avez déjà l'accord, on va dire, de votre hiérarchie et vous allez devoir essayer de lui faire un peu de publicité pour trouver d'autres sponsors, trouver des équipes, trouver des choses. Et là, vous vous mettez vraiment dans la peau. Hey, tu vas vite. Vous vous mettez dans la peau de comment vont percevoir les gens votre projet. Et vous essayez justement de dégager les grandes lignes caractéristiques de votre projet et ça va vous permettre derrière de développer tout un argumentaire et une publicité autour de votre projet pour embarquer les gens. Il y a un alignement aussi des personnes là-dessus derrière, de vos équipes. Empathy Map. Alors ça, du coup, c'est vous commencez à aller un petit peu dans le dur de conception de votre projet et vous vous mettez à la place de la cible que vous voulez atteindre. Ok, je suis un client, je suis, je sais pas, la manager de moins de 50 ans, hein, comme par hasard. Et ben, qu'est-ce qu'elle va penser de mon projet? Qu'est-ce qu'elle va voir de mon projet? Qu'est-ce qu'elle va en dire? Qu'est-ce qu'elle va redire à ses copines pour faire de la diffusion? Et qu'est-ce qu'elle va en entendre? Donc, ça peut être très large, hein, ça peut être des publicités, ça peut être des on-dit, ça peut être des bruits de couloir, ça peut être des rendez-vous du pourboire, ce que vous voulez. Et en dessous de ça, on a bien les problèmes et les besoins. Votre projet, quel problème il va résoudre et quel besoin il comble. Donc ça, c'est on se met à la place vraiment de l'utilisateur.
toujours intéressant. Event Storming, donc ça, c'est un projet, c'est plus un outil pour la conception même de conception technique et métier de votre projet. Ça va vous permettre d'isoler des domaines métiers. Techniquement, ça va aider les techniques à développer le logiciel de manière correcte pour qu'il accumule pas une dette technique trop lourde tout de suite. Voilà, c'est un gros atelier qui peut prendre un peu beaucoup de temps, mais il faut avoir les bonnes personnes pour remplir ça. Et une fois, normalement, que vous avez ça, euh, ça peut mettre le passage de connaissances sur l'existant aussi. Aussi, tout à fait. Ça permet de mettre à plat vraiment votre domaine métier. Vous êtes lancé sur un truc, vous avez fait 3 pivots. Où est-ce que j'en suis maintenant? Comment je vais pouvoir modéliser tout ça? Voilà, c'est vraiment dans le management visuel, si un étranger arrive sur le projet, qu'est-ce qu'il va pouvoir en penser et comment il va pouvoir le comprendre? Allez, suivant. User Story Mapping, ça c'est un truc que j'aime bien aussi. En amont du projet, c'est vraiment définir les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités. C'est vraiment exploratoire. Vous posez toutes les idées que vous avez sur votre projet. Vous essayez de les regrouper en user task, en story, en epic, en thématique, ce que vous voulez. Et quand vous avez bien tout catégorisé, que vous avez un joli tableau, et ben vous allez essayer de délimiter justement un MVP, une version 1, une version 2, un POC, ce que vous voulez. Et ça vous permet de vraiment vous focaliser sur les tâches les plus prioritaires, qui font un meilleur bénéfice-risque, etc. Ça vous permet de découper aussi assez finement ce que vous allez devoir faire. Ça va permettre à vos sponsors et à vos clients de savoir où est-ce que vous allez, sous quel délai, etc. Et donc, vous allez pouvoir faire le MVP, la release 1, la release 2. Ouais. C'est assez intéressant. Un exemple qu'on donne souvent, c'est depuis votre saut du lit jusqu'à être devant votre PC pour bosser, et ben décrivez tout votre parcours. Ça, c'est un exemple, c'est un atelier qu'on fait pour justement s'introduire et après se dire, bon, ok, ben maintenant, sur mon logiciel, depuis l'inscription jusqu'à la finalisation de mon parcours client, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Impact mapping. Donc là, on est plutôt sur, je vais me fixer des objectifs, des OKR, ou peut-être pas des KPI, mais des OKR, on va dire. Et à partir de ces objectifs, qu'est-ce que je vise? Ok, ben là, donc on a un exemple ici, c'est augmenter les revenus publicitaires sur mobile de 50% au cours des 12 prochains mois. Donc ça, c'est pour des concerts, des choses comme ça. Donc, ok, quel public je vais pouvoir viser pour atteindre mon objectif? Ok, ben, des fans disposant d'un smartphone, ça peut être une bonne partie de gens qui vont pouvoir me permettre d'atteindre mon objectif. Ok, à partir de ce public-là, quels impacts euh, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles actions ils vont pouvoir effectuer pour que je puisse atteindre mes objectifs? Et ces actions-là, comment ils vont pouvoir les effectuer? Donc là, on est sur la dernière case. Donc, typiquement, sur l'exemple qu'on a là, on a 3 livrables. Quelles sont vraiment les choses que je peux faire moi pour permettre aux utilisateurs de faire des choses qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc là, le push notification, offre spéciale du mois, etc. Et on met du poids sur chaque branche. Ça permet justement de se prioriser les actions les plus rentables et les plus profitables. Donc là, on est plutôt sur de l'OKR aussi. Et Un suivant. repos de rentabilité. Ah, le business Casma. Donc là, on est un peu dans le dents. Mais bon, on est sur un budget, on est sur un projet qui est vraiment en tout début et on va se poser les bonnes questions. Quel est mon projet? Comment je le nomme? Quel ça va être son but exactement? Quels sont le budget, ses équipes, ses conditions, ses jalons, etc. Donc, c'est plein de petits cases à remplir pour vérifier si votre projet tient la route, s'il n'y a pas des manques, s'il n'y a pas des contradictions, etc., etc. Donc ça, c'est souvent assez intéressant, au même titre que le pitch elevator ou le demain à la une, pour pouvoir donner des entrants à vos sponsors, à vos financeurs, pour dire oui, mon projet il est intéressant, il est solide, je l'ai bossé, et voilà ce qu'on peut faire. Partwise-wise, très très important de bien comprendre qu'est-ce qui est l'objectif et le but.
votre mojo dans votre projet. Donc, je vous invite fortement à aller regarder cette conférence de Simon Sinek qui explique un petit peu que vous ne devez pas commencer par le quoi, par le comment, mais vous devez commencer absolument par le quoi dans vos projets. Et il explique avec une petite métaphore qui est très intéressante sur se dire, au fait, pourquoi vous achetez un Mac? Parce qu'il y a une vision, pas parce que c'est un petit ordinateur sous Linux. Donc, lisez bien écoutez bien sa conférence, elle est très inspirante. Et dans tous vos projets, travaillez bien votre why. C'est quoi notre why de notre projet, de notre produit? Maintenant, on va un petit peu parler de pilotage. Alors, pilotage, on va d'abord parler du modèle Kinefin. Alexandre Boutin en avait parlé énormément. C'est vraiment prendre un petit peu du recul pour se dire, au fait, est-ce que je suis dans une phase où mon projet est dans du clair, dans du compliqué, dans du complexe ou dans du chaotique? Et qu'est-ce que ça veut dire pour mon projet? Qu'est-ce que ça veut dire pour les actions que je dois mener? Qu'est-ce que ça veut dire pour les résultats que j'espère obtenir? Comment je dois m'organiser, mettre en place ma gestion de projet en fonction de ces 4 états. Même plus fin que le projet, ça peut être une problématique, une fonctionnalité, des choses comme ça. Si vous voulez vous lancer sur une fonctionnalité très expérimentale, vous êtes dans le complexe ou dans le compliqué, vous allez adopter peut-être un mode de fonctionnement légèrement différent pour le piloter. Ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. On a parlé aussi de management visuel, donc grosse petit sujet sur la salle Obega. L'énorme avantage d'une Obega, c'est que vous allez dans une salle mettre le management visuel, que ce soit votre planning de release, que ce soit vos différents risques, que ce soit votre performance, ainsi de suite. Vous mettez tout dans votre backlog et ça permet à tout le monde de immédiatement d'être en capacité d'avoir les informations sans être obligé d'aller les chercher dans un SharePoint, dans un machin, ainsi de suite. Et derrière, ça va inciter au dialogue. Donc voilà ce que ça peut donner. On peut même mettre les photos des gens pour se dire voilà sur quoi je fais, ainsi de suite. Et derrière, si vous avez un manager qui vient, on se demande au fait qu'est-ce que vous faites en ce moment, on peut facilement lui dire bah, tu prends tes 2 pieds, tu vas voir sur le tableau, tu sauras. Alors l'OBA, c'est plus qu'un management visuel, on va dire basique, hein. Il y a une vraie, il y a, il y a il y a une vraie logique dans l'affichage des différentes thématiques de votre projet, hein. Là où vous voyez le vision, le produit, le macro-plan, pen, perf, etc. C'est très structuré l'OBA. C'est vraiment le management visuel plus. Et ça peut prendre vraiment l'espace de toute une pièce, en effet, hein. Critères d'acceptation, c'est pour moi celle-là. C'est un petit peu pour prendre le contre-pied des fois de l'idée de l'agilité, c'est on peut changer d'avis comme de chemise et que ça sert à rien de se fixer des critères très précis. Ben justement, si pour avoir de la qualité, en agilité, on essaye de faire de la qualité au maximum. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que la tâche que tu vas me donner va te correspondre? Quels sont les critères que tu m'imposes pour pouvoir dire oui, tu as réalisé ce que je t'ai demandé ou pas, etc. Ça comprend à la fin si quoi. Oui, c'est quoi? Donc, ça permet vraiment de mettre le focus sur ce qui est le plus important pour vous, d'éviter d'avoir des on-dit, des sous-entendus, des choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc là, on a quelques exemples qui peuvent être très simples, hein. Par exemple, CTUS sera terminé quand le statut de la commande est affiché. C'est tout bête, mais au moins ça permet de bien dire aux développeurs, il y a ça qu'il faut faire, et je te jugerai là-dessus, finalement. Ça remet la valeur au centre, sachant qu'on est piloté par la valeur. Et ben, du coup, on a le DOD et DOR qui sont un petit peu aussi dans la même veine. Donc, definition of done, là, definition of ready, définition de terminé. Ah, encore 12 minutes, il faut qu'on avance. Et de près, justement, toujours pour être garant de la qualité. Donc, quand le PO va formaliser une fonctionnalité, une revue, quelque chose qu'il veut voir dans le projet, et ben, il va se conformer à la definition of ready. C'est vraiment la barrière de qualité de son besoin. Il ne va pas pouvoir comme ça écrire sur un post-it 3 mots et puis laisser se débrouiller les développeurs pour le faire. Et pareil, definition of done, c'est une fois que le travail est relativement réalisé, et ben, le développeur va pouvoir vérifier que tout ce qu'il a fait correspond bien aux critères minimums de qualité. Feature flipping, ça c'est aussi assez... c'est un peu technique comme très commercial. Ça permet de
de proposer des visuels différents ou des fonctionnalités différentes suivant des populations différentes. Donc, ça va vous permettre de sonder ce que vous êtes en train de faire. Hop, je mets une option qui permet de, je sais pas, de mettre des arrière-plans animés sur Zoom. Je vais proposer ça à une population particulière que j'ai ciblée comme quoi elle serait potentiellement intéressée. Et puis, je vais voir si finalement là, c'est vraiment utilisé ou pas. Si c'est pas utilisé, bon, bah, ok, j'abandonne la fonctionnalité, j'enlève ça, ça fera du code en moins, donc de la dette technique en moins, et je passe à autre chose. Et voilà. Donc, ça permet aussi de, bah tiens, j'ai activé une nouvelle fonctionnalité dans mon logiciel. Ah mince, elle est buggée. Je peux revenir en arrière parce que c'est juste un switch à activer, désactiver, et ça va très très vite. On va aller plus vite. Ouais. La matrice des risques, c'est vraiment de classifier vos risques en fonction de la probabilité et l'impact. Donc derrière, vous voyez un petit peu tout ce que ça peut donner. L'objectif, c'est vraiment au-delà d'avoir une vision de nos risques, d'avoir une vision dans le temps de nos risques pour se dire, au fait, il y a 3 mois, j'en étais où de mon risque? J'avais combien de risques inacceptables? Aujourd'hui, il me reste combien de risques inacceptables à surveiller, ainsi de suite, pour bien vérifier que le travail qu'on fait sur les risques pour les diminuer, ce travail est efficace. Alors, si ça ne diminue pas, c'est qu'on a des gros problèmes. Si ça diminue, c'est que nos actions sont efficaces. La matrice des compétences. Alors, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se dire, en fait, par rapport à ce projet, on a besoin de quoi? Et dans l'équipe, on a quoi? Et derrière, on est capable de se dire, bah, est-ce qu'il va falloir qu'on forme des gens? On inclut plus de personnes. Ça ne se limite pas à la technologie, ni aux tâches de développement. Et derrière, c'est quelque chose en construction d'équipe pour se dire, avec quoi je pars et de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que je suis à go? Autre petite chose, ça va être les options réelles. Il y a une super conférence de Klaus Schwarzmann qui va vous en parler pendant 1 heure cet après-midi. L'objectif, ça va vraiment être de se dire, au fait, par rapport à mon organisation, par rapport à mon pilotage de PMO, sur mes différentes phases de projet, où est-ce que j'en suis? Chaque phase de projet répond à une question, et de cette question, j'en déduis, est-ce que j'arrête le projet? Est-ce que je continue le projet? Est-ce que je fais une V2? Est-ce que je lance ci? Est-ce que je lance ça? Donc, on est vraiment sur du macro. Et derrière, l'objectif des options réelles, c'est vraiment d'être capable de valoriser chaque étape du point de vue financier. Mais je ne vais pas divulgacher ce que vous dira Klaus cet après-midi. Accelerate. Et pour moi, c'est là. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une méthode pour vérifier que votre organisation suit bien les bonnes pratiques DevOps. C'est basé sur le State of DevOps, qui est un rapport annuel depuis 2008, donc énormément de recul. Tout a été condensé dans un joli bouquin que vous voyez en image sur la droite. Et dans ce bouquin, on vous explique un petit peu tous les critères qui font que le DevOps fonctionne et quelles implications, quelle pratique implique, fait certaines implications. Vous voulez avoir une meilleure réactivité sur le marché, alors il faut faire de l'intégration ou un déploiement continu, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Et là-dessus, il a, développé 4 métriques fondamentales qui étaient machin, voilà, délai de livraison, fréquence de déploiement, temps de restauration et pourcentage de livraison en erreur. Donc, c'est les 4 métriques principales, mais ça reste que des métriques. Les personas, donc sur le pilotage, ça c'est très commercial, on va dire, mais ça peut être en lien aussi avec vos user stories. Si vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas reliées à des personas, et ben vous avez un souci, c'est que vous avez mal ciblé votre fonctionnalité. Le persona, c'est un personnage fictif qui représente une tranche de vos utilisateurs potentiels avec certaines caractéristiques, certaines envies, certains besoins, etc. Et ça permet vraiment de rendre un peu plus palpable finalement votre audience en face, vos utilisateurs et vos clients. Et leurs besoins. Et leurs besoins. Moscou. Moscou, méthode de priorisation très très sympathique, surtout quand on a un backlog qui ressemble à la haute du Père Noël. De mettre tout ça un peu en confrontation en disant qu'est-ce que vous voulez vraiment absolument, qu'est-ce qui est bien, ce qui serait super bien, mais il faut accélérer. Ah, les diapos défilent plus. On est bloqué à Accelerate. Tu décharges, voilà. Donc Moscou. Et, voilà, 4 niveaux de priorisation, on va dire, et ça permet en général de remettre un peu les trucs sur le. Ah non, ça défile. Donc c'est juste une personne qui merde. Ça permet de remettre un peu les projets sur de bons rails et de se réobjectiver et de se réaligner sur quelque chose qui est vraiment, vraiment essentiel. Allez, poker planning. Poker planning, pour moi. Alors, ça peut se faire dans les équipes tête, ça fait beaucoup, mais ça peut se faire un peu dans n'importe qui. Ça permet de chiffrer grosse maille sans avoir de lien en jour homme direct. Chiffrer grosse maille, des tâches à réaliser.
ensuite en pseudo-suite de Fibonacci pour justement pour éviter de pinailler. Ah, ça prend 2,5, non, ça prend 3, etc. Non, on s'en fout. C'est 1, 3, 5, 8. Et les chiffres, plus ils sont grands, plus ils sont écartés, parce que de toute façon, ce que vous allez chiffrer va être faux. Donc ça sert à rien de pinailler pour quelques jours. Ah non, ça prend 22, ça prend 25. Non, ça va prendre 20 et de toute façon, tu vas te planter, tu vas en mettre 40. Donc c'est une Mais méthode de attention. priorisation rapide. Diagramme de flux cumulé issu de comment? Très intéressant pour connaître finalement le flux continu de votre travail, surtout en run. En combien de temps un ticket, une fois entré dans votre système, en combien de temps il sort? Combien vous sortez de tickets par jour ou par heure ou par semaine, ce que vous voulez. Ça permet de visualiser les goulots d'étranglement, là où il y a des manques, des trucs, etc. Et aussi le travail en cours qui est assez important, puisque plus vous avez un travail en cours important, plus vous avez de risques euh, en cours. Très riche et assez complexe à exploiter complètement. Les Quelques mots frameworks. maintenant sur les frameworks. Alors, on va rapidement parler de Scrum. Scrum très riche. J'ai une image qui est la plus simple possible. C'est exactement comme votre machine à laver. Vous avez un énorme bac de linge sale. Qu'est-ce que vous avez lavé aujourd'hui? C'est quoi votre priorité? Donc, c'est votre sprint backlog. Vous allez le laver, vous allez le sécher, c'est formidable. Et derrière, à la fin de la journée, vous avez quelque chose qui est immédiatement utilisable. Donc, allez voir le Scrum Guide, allez voir le Scrum Book, Body of Knowledge. Vous avez vraiment énormément de choses à regarder là-dedans. 20 Quelques mots pages de sur Scrum Guide, même pas, donc c'est vite. Hein. Ouais, ça se lit vite. Le Kanban, Mathieu vient de le dire, c'est quelque chose de très visuel, très facile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en place. On sort bien d'une logique de pool, on donne du travail à une logique de pool où il y a des équipes qui viennent tirer le travail. On va retrouver le diagramme de flux cumulatif, plein de choses amusantes. On va en parler un peu tout à l'heure sur des service games qui vont aller avec. Et derrière, vous avez d'autres méthodologies qui sont un peu de l'hybridation. On va mettre un petit peu de chacun et ça va donner Scrumban. Quelque chose de très sympathique. Mais attention de ne pas enlever ce qui vous embête, parce que derrière, vous allez vous retrouver avec quelque chose de complètement bancal. Faites appel à quelqu'un qui connaît un peu le truc. On ne pouvait pas passer sans parler de Safe. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un des frameworks à l'échelle qui dit à l'échelle, ça veut dire plusieurs équipes. Le plus connu et le plus utilisé en France actuellement. Son gros défaut, c'est qu'il est très prescriptif. Donc derrière, c'est fais ça. Tel problème, tu fais ça. C'est très bien pour les ceintures blanches, ceintures jaunes, ceintures vertes, mais derrière, dès que vous devez aller un peu plus loin, que vous avez des équipes qui sont plus matures, ça devient compliqué. Ça englobe toute l'entreprise. On peut faire des choses énormes. World of Tank a été développé là-dessus. Vous avez énormément de grosses entreprises qui utilisent Safe, que ce soit Pôle emploi, que ce soit BMW, que ce soit Orange, Carrefour ou d'autres. Énormément de boîtes utilisent Safe ou un Safe. Laisse. Aussi pareil, framework d'agilité à l'échelle qui a eu un certain succès avant Safe, qui est basé sur Scrum typiquement, où clairement c'est avoir un super PO qui va gérer plusieurs équipes. Donc dans chaque équipe, on n'a pas de PO et tout est piloté sur un même rythme. Donc vraiment, on a un rythme très régulier où on aligne tout le monde. Il y a des systèmes d'ambassadeurs qui réfèrent directement au PO. Et le but du jeu, c'est d'avoir un certain nombre d'équipes coordonnées et qui livrent un produit final qui est intégré de manière régulière. Il y a une variation en less huge, mais voilà. Donc Scrum of Scrum et Scrum of Scrum of Scrum, c'est un des tout premiers trucs qui a été développé par un justement des auteurs de Scrum. C'est bien pour des petites équipes qui grossissent, qui ont besoin finalement de se démultiplier et de faire des petits en termes d'équipe. Mais au bout d'un moment, la communication est assez variable. C'est pas synchronisé, enfin pas forcément synchronisé. On arrive à un système pyramidal assez rapidement, donc bien pour le début, mais après il faut passer sur des méthodologies qui sont un petit peu plus robustes pour passer à l'échelle vraiment. Je rappellerai la loi de Gall qui dit gentiment que vous ne pouvez pas définir un système complexe, ça ne marchera pas. Faites des choses simples et complexifiez-les, ça marchera. Nexus. Nexus qui vient en concurrence un petit peu avec LES un petit peu à la même époque. Alors lui, il a une équipe d'intégration qui encadre les équipes Scrum en elles-mêmes. Et clairement, en fait, c'est une fractale de Scrum.
Là, vous avez le cycle de vie qui est là, et c'est bien le cycle de vie Nexus. Mais à l'intérieur, vous avez des cycles de vie Scrum des différentes équipes. Et cette équipe d'intégration, fait un grooming en amont qui déverse justement des backlogs aux différentes équipes. Et en aval, va faire l'intégration de tout le travail et une rétro globale pour tout le monde, sachant que les équipes fonctionnent en Scrum derrière. DevOps, plein de pratiques, plein de choses. C'est surtout un recueil de bonnes pratiques pour les techs en général. Ça a été fait pour casser les silos entre les développeurs et les sysadmins. On a essayé de dire, faut marcher les mains dans la main, les gars, et on va mettre en place des méthodes et des pratiques qui vous permettent de bosser correctement et de manière fluide. C'est surtout ça le gros intérêt. C'est pas on vous file un paquet puis démerdez-vous, c'est on bosse avec vous et on fait quelque chose de fluide qui fonctionne et qui est robuste. Et la dernière émargement de DevOps, c'est DevSecOps. On n'en reparlera pas aujourd'hui. Discipline Agile Delivery, c'est justement ce qu'a proposé Discipline Agile sur une organisation agile à l'échelle, avec énormément de documentation, énormément de support là-dessus. Donc, c'est vraiment une énorme pièce à outils qui n'est pas prescriptive. C'est-à-dire que, contrairement à Sage, c'est vous avez un problème, et ben voilà les 4 ou 5 outils qui vont vous aider. Et à vous, en fonction de votre contexte, de votre expertise, de votre équipe et de votre produit, de choisir le premier outil que vous allez faire. Donc, on est vraiment sur une autre approche où on va remettre l'humain au centre. Pastor, notre ami grenoblois, en a parlé pendant 1 heure juste avant nous. Je vais pas trop revenir dessus, mais voilà, Open Allocation et Open Forum. Vous avez entre 15 et 150 développeurs, vous voulez qu'ils développent rapidement des fonctionnalités, mettez-les dans une grande salle, un grand open space ou même à distance, laissez-les se démerder pour former eux-mêmes leurs équipes, se définir eux-mêmes les objectifs suivant ce que vous leur avez donné comme priorité, et normalement ils vous sortent quelque chose de bien. C'est très fluide, il faut avoir des équipes très autonomes. XP, derrière, on va dire que c'est un peu l'ancêtre de DevOps, puisque c'était plutôt même l'ancêtre de Scrum par certains côtés. Il est basé sur la boucle de feedback. On n'est pas là que pour faire du code, on est là aussi pour faire des choses bien. Donc ils ont mis en place vraiment de manière systémique les tests unitaires, le programming, le poker planning, voilà, plein de pratiques en fait. Ils ont intégré ça dans les pratiques XP, quoi. C'est vraiment l'ancêtre de beaucoup de bonnes choses. Jürgen Appello nous a sorti il y a quelques mois ou années Benefits. Il est vraiment quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, est intéressant dans le sens où on va avoir une couche de management. Derrière, on va avoir un petit peu différentes couches qui vont travailler ensemble, qui vont être des couches de value stream, production de valeur. Et derrière, vous aurez des capitaines dans chacune des équipes, que ce soit des capitaines dans l'équipe de facilitation, des capitaines dans l'équipe de tout ce qui va être hébergement et autres. Donc, une organisation qui est vraiment vue, construite comme un Lego, que vous allez définir comme un Lego, et l'objectif, ça va être, encore une fois, de définir quelque chose qui soit pérenne, qui soit consistant. Et donc, il y a quelques règles dans le FITS qui vont vous permettre de construire quelque chose non prédictif. Enfin, on n'est plus dans un système complètement prédictif fait comme ça, mais on est à se donner des règles pour que le modèle d'agilité à l'échelle qu'on est en train de construire soit efficace. Et donc, là, vous avez quelque chose, on n'est plus dans one fit all, c'est-à-dire le même modèle pour tout le monde, mais on est vraiment s'adapter à votre culture d'entreprise. Un petit mot sur PM2, qui est une méthodologie de projet qui est un petit peu la même que celle du PMI, mais vous allez retrouver des choses un peu différentes. Si vous voulez faire du cycle en V simple, allez chercher du PM2 ou du PMP. Et si vous voulez aller dans une méthodologie agile, il vous propose aussi énormément de support, énormément de documents, de ressources sont à disposition dans le modèle PM2. Et ça tombe bien parce que comme on est européen, on l'a déjà payé. Mais comme il n'y a personne pour en faire la pub, allez voir, c'est gratuit et c'est vraiment bien. Quelques mots sur ce qui va nous servir à faire des roadmaps, des plannings. Alors, quelque chose que j'adore qui s'appelle la courbe temps-temps. C'est-à-dire que derrière, vous allez mettre le temps en horizontal et en vertical. En horizontal, c'est le temps qui passe. En vertical, c'est les différentes jalons qu'on vous a promis. Et donc là, vous voyez qu'on vous a promis quelque chose qu'on vous livre. La date ne change pas. Et là, vous voyez qu'on vous promet quelque chose qu'on va vous donner tous les jours dans un mois. Donc à chaque réunion, on vous promet pour dans un mois, pour dans un mois, pour dans un mois, pour dans 15 jours, pour dans 15 jours, pour dans 15 jours.
Donc avec ce petit graphique, vous voyez un petit peu si votre roadmap elle tient la route ou si quelqu'un est en train de vous rappeler que demain on rate gratis. Quelques éléments sur le burn down, le burn up, ce sont des façons de présenter la réalisation de l'équipe par rapport au tas de sable du projet et à quelle vitesse on est en train de grignoter ce tas de sable et combien de temps il va nous falloir pour finir de grignoter ce tas de sable. Donc, on va parler de burn-down d'itération sur nos 15 prochains jours, à quelle vitesse on est en train de grignoter notre tas de sable de ce sprint. Et puis derrière, pour notre produit, à quelle vitesse on est en train de grignoter le tas de sable du produit, notre version, où est-ce qu'on en est, ainsi de suite. Quand vous faites du planning aussi, avec le dernier, vous avez donné une certaine marge. Donc, vous avez dit, la tâche, elle est là. J'ai défini que pour chaque tâche, j'avais une marge. Si je fais ce planning-là, je vais consommer toute ma marge. Et c'est une très mauvaise idée. Donc, je vais replanifier sans la marge. Et derrière, je vais mettre ma marge sans. Et derrière, je vais la replacer dans un autre sens et je vais tracer une petite droite. Et donc, tous les jours, je vais vérifier de combien j'ai consommé ma marge. Et si je consomme plus que, et je dépasse mon coût, je dépasse plus que ma marge théorique, ça veut dire que je vais avoir du mal à finir. Mais si je reste en dessous de ce trait-là, je sais que je vais finir dans les temps sans systématiquement consommer toute la marge de mon projet. Donc, le pilotage de la marge, c'est aussi quelque chose d'important si vous faites du cycle. Maintenant, on va parler budget. Très rapidement, l'argent on aime. Je vais vous parler de la courbe en S, où justement, dans cette courbe en S, vous allez ressortir ici ce que vous a donné votre planning, ou bien on doit dépenser par jour. Et derrière, c'est la courbe théorique de combien je dépense par jour. Derrière, j'aurai combien j'ai réalisé. C'est ma courbe rouge. Qu'est-ce qui est valorisable fini sur mon projet. Et derrière, ma courbe verte, combien j'ai dépensé. Et là, on voit bien que clairement, j'ai réalisé moins que prévu, donc j'ai un retard, et j'ai dépensé bien plus que prévu. Donc j'ai un retard en délai, une différence de coût, et derrière, ça doit pouvoir me dire, en fait, pour finir mon projet, combien de temps il faut et combien de délai il faudrait. Maintenant, on va parler un petit peu feedback. On n'arrête pas de parler de boucle, d'itération. La première chose importante, c'est de se dire que, pour moi, il n'y a pas d'équipe agile si on ne fait pas la rétrospective. Pour moi, on l'a redit ce matin, pour moi, ce qu'on fait améliorer notre système. Donc, il y en a plein de rétrospectives possibles. On aurait pu faire largement 60 slides sur 60 rétrospectives. On vous en a mis quelques-unes très, très rapidement parce que l'objectif, c'est vraiment de penser systématiquement à l'amélioration continue. Les icebreakers, du coup, c'est un peu dans le même genre que les rétros. On peut intégrer ça même dans les rétros pour remettre un petit peu en jambes les personnes qui arrivent en réunion et essayer de réactiver leur cerveau pour avoir un petit, justement pour des personnes étrangères, essayer de lier un petit peu avant d'entamer le dur des réunions. Le plus connu, c'est vraiment l'arbre par personnage. Il y a eu plein, mais il y a plein de variantes. Pareil, on aurait pu faire toute une présentation 120 icebreakers en 120 minutes. Hein. Et voilà, c'est vraiment remettre le dialogue au centre des participants et pas forcément que de l'orateur et du facilitateur. Et voilà, il lançait le projet, réactiver les cerveaux des personnes pour lancer la réunion et l'atelier. Le squad health check, c'est issu de la méthode Spotify. Ah, tiens, on en a un peu parlé dans les frameworks. Ça permet d'avoir un état des lieux du projet par et pour les équipes, mais sur des thématiques qui ne sont pas forcément mises en avant souvent. Typiquement, que pensent les équipes de la livraison de valeur? Est-ce qu'ils sont contents de la valeur qu'ils livrent? Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plutôt des pions ou des joueurs, donc ils sont pris en considération quand il y a des choses qui sont faites? Est-ce qu'ils prennent du plaisir à être dans le projet, etc. Donc voilà, plein de questions un petit peu comme ça, pas forcément décalées, mais atypiques, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'historique, puisqu'il faut refaire cet exercice un petit peu régulièrement, genre tous les 3 mois, 6 mois, et voir les tendances aussi. Est-ce que vous prenez du plaisir, mais vous sentez que ça baisse ou ça monte? Voilà, très intéressant. Le Nico Nico, ça va afficher sur la porte d'entrée de l'open space du projet ou même en ligne. Il existe aussi des outils en ligne pour connaître un peu l'humeur des personnes tous les jours, donc à remplir tous les jours par tout le monde. Ça permet peut-être d'adapter légèrement son discours et son interaction avec les personnes qui sont peut-être trop charrettes, qui sont surchargées, qui sont fatiguées, qui sont énervées, qui ont des problèmes X et Y qu'on ne connaît pas. Ou alors, s'il y a des personnes qui sont super motivées et super ouvertes aujourd'hui, ben, tant mieux. Voilà.
la communication non violente. Donc, au lieu de sortir les gants quand on a des problèmes, eh ben, on peut essayer de formuler les remarques qu'on veut faire à d'autres personnes ou d'autres projets de manière non violente. Donc, il y a tout un template, un processus à suivre où on dit ce que l'on observe sans évaluer, on expose les faits, on dit ce qu'on ressent suite à l'observation de ces faits, on va exprimer derrière son besoin et une demande réalisable à la personne en face. Et normalement, avec une formulation comme ça permet de simplifier tout ça. Un peu dans le même genre, les 4 corps Toltec. Ça peut être des règles de vie que vous pouvez afficher à n'importe où dans votre projet, etc. Pour justement essayer de pas de pacifier les relations et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur un respect mutuel. Le rôti, super important. Ah oui, très, très sympathique et que vous allez faire bientôt à la suite de notre présentation. Avoir un retour rapide et sincère des participants vis-à-vis du facilitateur de la réunion, voilà, de l'intérêt voilà, de ce qu'ils ont ressorti de la réunion ou de l'atelier. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'était nul? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était rentable ou pas? C'est vraiment la rentabilité de la réunion qui doit être votre guide. Souvent, ça se fait à main levée. Comme ça, il n'y a pas de valeur jugement. C'est synchrone, hein, bien sûr, pour éviter de se faire influencer par les autres. Et derrière, euh, vous allez peut-être pouvoir engager des discussions avec ceux qui vont vous avoir mis 1 sur 5. Vous allez voir après en leur disant qu'est-ce qui se passe et pourquoi, etc. C'est violent, mais c'est très appréciable de pouvoir se dire, au fait, est-ce qu'on avait invité les bonnes personnes? Est-ce que j'ai pas invité trop de personnes? Ainsi de suite. Exact. La meilleure façon de faire passer un message ou de faire des apprentissages, pour nous, c'est les serious games. Donc, on va vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, Get Kanban. C'est vraiment rentrer dans un jeu. Ça peut être en présentiel ou en distanciel. Il marche très, très bien pour découvrir c'est quoi le Kanban, comment ça marche. Il vous faut un peu de temps. C'est valable pour toutes les équipes qui travaillent en tickets. Il n'y a pas que les équipes de développement. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment on gère ça? Le pire game où je me suis brisé les dents dessus à l'animer parce qu'il est vraiment pas facile, ça vous permet de vous familiariser avec la logistique, les temps de réaction, les coups de fouet que vous allez pouvoir avoir. Donc le but du jeu finalement, c'est vous avez une usine de bière d'un côté et le bar de l'autre, et entre deux vous avez le grossiste et le livreur. Et en fait, suivant la demande finale dans le bar, vous allez voir que, il est très très difficile de planifier et de réguler toute la chaîne logistique. Le Scrum at Play, si vous voulez, si vous débarquez dans des organisations qui ne connaissent pas encore Scrum, c'est le meilleur jeu pour les initiés. C'est vraiment, vous faites du Scrum en échelle ultra courte, en fait, très très rapidement, en quelques tours de jeu. Et il y a du User Story Map, il y a du Scrum vraiment avec tout son cycle de vie. Et voilà. Ah non, tu parles de Story Map. Ah bah ouais, j'en parle maintenant. Les Story Map. Mais on l'a dit avant. User On Story l'a dit avant, mais oui, il y a des serious games qui en parlent et Oui. qui vont vous permettre de jouer avec. Un autre aspect très très important, ça va être le business value game que j'adore jouer sur des équipes de métiers, de product owners, de ceux qui doivent décider qu'est-ce qui est super important à faire par l'équipe. Et derrière, c'est de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on va gérer quand on a trop de demandes versus une petite capacité. Qu'est-ce qu'on priorise, comment on fait? Est-ce qu'il vaut mieux faire 60% de 5 produits ou 100% de 3 produits? Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève? Et derrière, ça dit beaucoup sur l'organisation. Il vaut mieux se le dire avant de réaliser le produit. City for Safe, c'est un Lyonnais. On est très fort à Lyon pour faire des serious games. Qui a créé ça. C'est vraiment un super serious game qui va vous permettre de rentrer dans c'est quoi Safe, c'est quoi l'organisation à l'échelle, c'est quoi un PI planning, c'est quoi plein de choses. Donc vraiment, c'est un super jeu et je le recommande fortement. Lego for Safe, Lego for DevOps, ce sont d'autres serious games qui ont aussi été développés pour faire comprendre avec des Lego, avec de la construction. On a déjà joué à 40, 50 personnes sur comment on organise la production de 5-10 équipes autour d'une vision commune. Et donc, ça donne énormément d'enseignements pour aller un peu plus loin. Je vous ai gardé aussi le plus simple service, le Marshmallow Challenge, qui va vous permettre de rentrer dans l'agilité pour se dire comment est-ce qu'on organise tout ça, comment est-ce qu'on va penser un petit peu différemment quand on est en équipe agile sur des courtes itérations
plutôt que d'espérer de faire quelque chose de parfait à la fin. Donc, mieux vaut moche et efficace que parfait et jamais. Je vais maintenant parler un petit peu de discipline agile. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est que discipline agile, c'est vraiment un parapluie qui va reprendre quasiment tous les outils dont on vient de parler. Et donc, on va justement vous les représenter un par un. Quand on parle d'amélioration continue, Guidé par continue guidé. Ah, tu peux le faire c'est c'est celui-là. Je m'en rappelle le plus. Guided Continuous Improvement, c'est de se dire, ben voilà, il faut vraiment passer du temps sur notre amélioration continue et systématiquement, faire de l'amélioration continue sans se garder de frontières, sans se dire, bah non, ça, on n'a pas le droit de le faire. Vous êtes dans une équipe agile, ça veut dire que vous pouvez bouger énormément de choses. Ça veut dire que si votre cycle de 2 semaines ne vous va pas, enlevez-le. Si l'organisation de l'équipe ne vous va pas, vous remontez au management et vous le changez. Et vous allez un poil plus loin. Si votre cycle de vie, Scrum ou Kanban, ne vous va pas, n'hésitez pas à le changer. Discipline Agile vous en propose 4, même pour démarrer. Mais derrière, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on va faire complètement différemment. Jean-Yves et Mathieu, je pense que... 5 slides. Laisse-moi finir. Ouais, il nous reste 4 minutes. Peut-être que c'est mieux d'écouter les questions. Ouais, on va faire quelques questions peut-être. Ouais, quand même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et donc, alors, par où commencer? En fait, quelle est la différence entre Business Case et Business Canva? Fidèle nous demande. Ah, le projet Canva qu'on a présenté tout à l'heure. Alors, ça doit être très similaire. C'est peut-être une variation, très légère variation, mais très similaire l'un et l'autre. Un business case, ça peut être un énorme document rédigé, confronté, validé, ainsi de suite. Un business canvas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel. Un Canva, en général, ça tient en une feuille A4 ou A3, mais pas beaucoup. L'adoption de la Balance Scorecard comme framework de planification stratégique, jugé parfois rigide, permet-il de pratiquer l'agilité? La Balance Scorecard. Donc Balance Scorecard. on n'est pas parlé, je crois. Hein. Non. Non, on n'en a pas parlé, je ne répondrai pas à la question parce que c'est beaucoup trop... Ça va prendre... Ouais, ça fait trop de temps. Bingzi nous demande Story Map ou Epic Map? J'aime mieux Story, parce que ça raconte une histoire et en général, les gens, ils accrochent mieux aux histoires. Ok. Wadji nous demande je crois que la matrice de compétences devrait intégrer un schéma directeur RH plus large pour arriver à s'aligner avec les objectifs. La matrice des compétences, tu pars du bas pour l'équipe. Après, si tu... L'énorme intérêt, si tu vas pouvoir la remonter en haut et donc à TR1. Ok, parfait. Bon, après, OBEA, comment l'appliquer en télétravail? Mais là, il y a une suite de réponses. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de... Énormément de meilleurs outils, vous avez des Visual World. Vous avez des outils comme Visual World qui sont capables d'aller importer, exporter avec votre Jira. Il y a pas mal de choses de possibles. Donc, en distanciel, il y a vraiment énormément de choses. Je voudrais vraiment terminer sur le DA Browser que je vous présente là. Allez-y. Allez-y. Il y aura... Bon, du coup, faut qu'on fasse des choix. Gouvernez, c'est... Tout à fait. Et là, allez, place à vos slides. Mais s'il vous plaît, à la communauté, merci de remplir le formulaire de feedback. C'est très important pour la communauté, pour Jean-Yves et Mathieu. Et voilà, c'est un petit coup de main qu'on vous demande avant d'aller déjeuner. Merci à vous tous. bien. Suite à vous. Ce DA Browser avec 1700 outils, c'est gratuit. Donc, allez-y, vous avez le lien en dessous, c'est promu par Discipline Agile. Et en vous baladant là-dedans, vous avez 1700 outils, une référence, un énorme catalogue, un énorme annuaire qui va vous permettre, bien au-delà des 60 outils qu'on vous a présentés, d'aller vous déplacer dans 1700 outils. Ah, c'est vraiment le magasin d'outils. Et je vous mets de nouveau la boîte et le feedback. Votre QR code. Ouais, c'est une super perf. Il est 12h13, à 2 minutes de la fin. On a même pu écumer la plupart des questions. Donc, franchement, il y avait beaucoup de participants. On est monté à 185. Donc, autant vous dire qu'il ne fallait pas les décevoir. Je crois que ça a été le cas. Bravo, félicitations. On demande le lien vers le DA Browser. Tapez dans Google DA Browser et vous allez. Ah, je vous le remets là. dabrowser.pmi.org. Ouais. Et franchement, comme catalogue d'outils, j'en ai pas trouvé mieux à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une version française, mais un petit peu ancienne. Il faudrait qu'on s'y mette. Sophie demande si on peut voir la slide d'avant. Alors, pour info, je l'ai mis sur LinkedIn. Mais la slide avec les 60 outils, j'imagine. Ah, ouais. Bien sûr. Et puis, appelez-nous, contactez-nous. Récupérez les slides et puis vous aurez tout ça.
Alors bien sûr, Mais c'est bon. pas parfait, hein, on a eu trop peu de temps pour exprimer toutes nos opinions et toutes les variations de tout, mais voilà, c'était vraiment Vous un voyez tour bien que d'horizon et parce- aller piocher dedans. C'est où? et là, on vous en a mis 66 au lieu de 60. Donc, c'est déjà difficile de faire des choix. Ouais. Il n'y a plus qu'à déployer. Bon courage. D'accord. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui voulaient un comparatif entre les outils, mais je pense qu'il faudrait une session par comparatif, donc c'est pas possible. Ça dépend des contextes. Ouais, énormément. C'est très audacieux de comparer les outils. Tout dépend du Ouais. contexte où on les implémente. Et les outils vont dépendre de à quelle équipe. Je ne vais pas mettre le même outil pour une équipe différente, un projet différent, un produit différent. Ce n'est pas forcément le même outil que je sortirai. Et c'est notre job de Scrum Master, de coach agile, d'avoir cette caisse à outils la plus grande possible pour pouvoir dégainer, entre guillemets, le meilleur outil. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller regarder dans le PMBOK. Vous avez énormément d'outils. Dans Discipline Agile, vous avez énormément d'outils. Dans le Scrumbook, euh, dans le PM2, enfin, c'est... Il y en a plein. Il y a plein de recueils à droite à gauche. Je crois qu'il y a le site Coach Agile qui recueille aussi pas mal de rétro, pas mal d'icebreakers. Donc, allez, Est-ce que vous pouvez remettre le lien sur le feedback, s'il vous plaît, messieurs? le QR code. Et derrière, vous avez... Et je le mets aussi de Google Form en lien si vous préférez l'option saisie PC ou plutôt que saisie smartphone. En tout cas, vous avez l'embarras du choix. Puis derrière, vous avez certains sites comme Open Serious Game qui vont faire un recueil de pas mal de serious games. Si vous cherchez des rétros, vous avez plusieurs bouquins qui sont sortis. Enfin, c'est sans fin. Et heureusement, ça veut dire qu'il y a plein de gens créatifs, il y a plein de gens qui proposent des choses. Faites-vous plaisir. Yep. Et remember, hein, being agile et pas que doing agile. Ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, merci Jean-Yves, merci Mathieu, merci aux sponsors. Bonne journée, bon déjeuner, et puis à tout à l'heure pour la reprise des activités, des confs. On est à mi-chemin, c'est super. À bientôt. À bientôt.